Salut les disciples de la boxe, c'est Vincent et oui aujourd'hui JC me laisse l'antenne pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je suis pas seul, je suis accompagné de Stéphane. Stéphane, salut, comment vas-tu? Bonjour Vincent, ça va bien, merci. Alors Stéphane, avant d'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui, je vais te laisser un peu te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Stéphane Adjeras, je suis docteur en histoire contemporaine, enseignant aussi dans le secondaire, et je viens de écrire la biographie de Georges Carpentier. Donc, suite à mon travail de thèse de doctorat, puisque j'ai longuement travaillé sur l'histoire de la boxe anglaise en France, l'avènement, la naissance de la boxe anglaise en France et la figure de Georges Carpentier, donc au début du XXe siècle. Voilà, alors on peut préciser aussi que tu es, je crois, tu as un diplôme d'entraîneur aussi de boxe. Ouais, tout à fait, ouais, la boxe, c'est donc en théorie, je la connais, aussi un petit peu en pratique, puisque j'ai fait un peu de boxe quand j'étais adolescent. Et ensuite, je me suis occupé d'un club en tant que président, et puis j'ai passé les diplômes d'entraîneur, donc d'abord le Prévost fédéral, et ensuite le BPJEPS mention boxe anglaise. Voilà, donc oui, effectivement, c'est pour là que tu es ça, que tu es là, pardon, excuse-moi, pour présenter justement ce livre que tu nous as sorti sur Georges Carpentier. Alors, je montre, j'espère que tout le monde le verra bien. Donc, Georges Carpentier, l'incroyable destin de boxeur devenu star, qui est édité chez Le Nouveau Monde, donc qui est sorti le 9 juillet, si je me trompe pas, c'est ça, Stéphane? Le 9 juin, oui, Le 9 9 juin, juin, excuse-moi. ouais, Voilà, il y a 15 jours maintenant, enfin un peu moins de Voilà. 15 jours. Et effectivement, au moment où vous voyez cette vidéo, vous, il est le 2 juillet. Et c'est pas anodin, c'est parce que en fait, le 2 juillet, tu vas nous dire, Stéphane, ce qu'on fête aujourd'hui. Alors le 2 juillet donc 2021, hein, aujourd'hui, on fête le centenaire, on commémore le centenaire du fameux combat dit du siècle, hein, entre Georges Carpentier et Jacques Dempsey. Donc ce combat dit du siècle, bien sûr, dans l'histoire de la boxe, hein, on a eu quelques combats du siècle, mais là, la particularité de ce combat, c'est que c'est peut-être, hein, le premier événement monde sportif, hein, c'est le premier événement sport-spectacle, ce 2 juillet 21. Et bien sûr, si on a eu des combats du siècle dans la boxe, le seul à avoir vraiment réalisé un combat dit du siècle, ben, c'est ce Français, Georges Carpentier. Donc il est bien de le remettre un peu en lumière, hein, on va profiter de ce centenaire, parce que c'est incontestablement une des plus grandes gloires du sport français, d'abord, et puis probablement avec Marcel Cerdan, bien sûr, il y a débat, hein, entre les disciples de la boxe, justement, savoir quel est le meilleur français, quel a été le meilleur français, pugilistiquement parlant, entre Cerdan et Carpentier. Ouais, tu fais bien de le rappeler, Stéphane. Alors d'ailleurs, c'est un peu la conclusion de ton livre, effectivement, et c'est pour ça qu'il est d'utilité publique, parce que moi, je me souviens quand JC a annoncé il y a quelques semaines maintenant qu'il avait reçu le livre, donc une biographie sur un boxeur français, il a demandé dans les commentaires, essayez de deviner qui c'est. Et moi, j'ai regardé les 30 premiers coms, j'ai eu tous les noms, Cerda, Mormec, Boudouani, Alimi, Bénichou, il y en avait pas un qui citait Carpentier. C'est vrai que j'ai dit, c'est quand même incroyable quand tu sais effectivement le parcours du bonhomme sur lequel on va revenir en partie, puisqu'on va plus se centrer aujourd'hui, vous l'avez compris, sur l'événement d'MC Carpentier. Mais c'est assez ahurissant, effectivement, qu'il ait été autant rayé des mémoires, ce Georges Carpentier, alors qu'il a un parcours extraordinaire. Et comme tu le dis, au-delà de la boxe, pour l'histoire du sport français en général, c'est absolument énorme, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, Georges Carpentier, donc, comme tu l'as précisé, il a un peu disparu de la mémoire collective, la mémoire nationale. Alors, les boxeurs, les gens qui aiment la boxe le connaissent, hein, en partie, mais on a toujours tendance à le centrer uniquement sur ce combat, hein, Dempsey Carpentier, alors que la carrière de Carpentier, ce n'est pas juste Dempsey Carpentier, bien sûr. Et puis, bon, faut préciser que Carpentier, c'est le premier Français à devenir champion d'Europe. Hein, donc ce n'est pas rien, à l'âge de 17 ans, hein, à une époque où justement les titres européens sont, sont tous en Grande-Bretagne.
Et c'est aussi le premier Français à devenir champion du monde, hein, champion du monde des mi-lourds en 1920, à une époque où devenir champion du monde, bah, c'était aussi quelque chose de beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Hein. Bon, je ne vais rien enlever à la valeur de nos boxeurs aujourd'hui qui deviennent champions du monde, mais il faut bien savoir qu'à l'époque, il n'y avait qu'une fédération. Donc quand on devenait champion du monde, bah, on était vraiment incontestablement le champion de sa fédération. Et avant d'arriver au titre, bah, il fallait déjà avoir pas mal boxé, hein, puisque lorsque Carpentier parvient au titre de champion du monde des mi-lourds, donc en 1920, il a déjà pratiquement plus de 80 combats professionnels à son actif. Hein, donc c'est énorme, hein, bien sûr, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la majorité des athlètes, et il n'a que 25 ans, et il s'est interrompu pendant 5 années. Enfin, il a, pardon, non pas 25, c'est en 1920, donc si on fait bien le calcul, 1894, 20 ans en 1914, il a ouais, 20 du coup, 26. 26 Voilà, ans. 26 ans pour être précis. Et à 26 ans, il a déjà 80 combats professionnels à son actif, comme je dis, tout en sachant qu'il s'est interrompu pendant 5 ans, entre 1914 et 1919, donc durant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, pour les amateurs, les passionnés de boxe, hein, bien évidemment que ça parle, hein, un mec qui a 80 combats à 25 ans, en s'étant arrêté 5 ans, aujourd'hui, autant dire que ça n'existe plus. Mais c'est vrai que moi, tu vois, c'est quand même on arrive dans la partie de ton livre sur le combat avec Dempsey, donc il a un an de plus approximativement, 27 ans. C'est vrai que j'ai eu un sentiment un peu de vertige. Je me suis dit, 27 ans, quoi, il a déjà fait tout ça, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi, d'avoir cette jeunesse. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi différent de la boxe actuelle, mais quand même, c'est incroyable ce palmarès, autant de combats en si peu de temps, c'est énorme. Alors, avant de revenir spécifiquement sur Carpentier et sur Carpentier-Dempsey, le combat du siècle, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Stéphane, toi, un peu le travail que tu as accompli pour réaliser ce livre? Parce que ça a été quand même très très long, tu le précises un peu au début du livre. Oui, tout à fait. D'abord, donc c'est le fruit de ma thèse de doctorat, donc une thèse de doctorat que j'ai passée j'ai travaillé durant 7 années, hein, 7 années de recherche historique, où j'ai dû dépouiller beaucoup d'archives, hein, pour comprendre qui était Georges Carpentier. Bien sûr, il y a des choses qui ont été écrites sur Georges Carpentier. Il y a eu des travaux de journalistes, mais on n'avait jamais fait un réel travail historique, donc à partir d'archives, de sources, hein, autres que la presse et les autobiographies de Carpentier. Donc, par exemple, moi, je suis allé aux archives du ministère des Affaires étrangères, notamment pour ce combat Dempsey-Carpentier, parce que je me disais, ça a pris une telle ampleur que forcément, même dans les affaires étrangères, dans la diplomatie, on a dû en parler. Effectivement, je suis tombé sur une lettre de l'ambassadeur de France à Washington, à l'époque, qui s'appelle Jean-Jules Jusserand. Et cet ambassadeur de France rend compte du combat Dempsey-Carpentier au président du Conseil, Aristide Briand, en France. Et ce président du Conseil, c'est en gros l'équivalent du Premier ministre. Donc le combat Dempsey-Carpentier a pris une telle ampleur que même dans les archives du ministère des Affaires étrangères, on a tenu un dossier sur ce combat. Je suis aussi allé les archives de son département de naissance, le Pas-de-Calais, pour comprendre ses faits militaires, hein, puisqu'il a été aviateur durant la Première Guerre mondiale, donc il fallait que je retrace son parcours de militaire. J'ai les archives du Musée national du sport, donc là c'est très intéressant parce que les archives du Musée national du sport qui se trouvent à Nice tiennent 400 lettres environ, de la correspondance de Carpentier, donc des lettres de fans. Hein, donc pour comprendre un peu l'ampleur du phénomène Carpentier à l'époque, hein, donc les gens qui lui écrivent, donc des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des Français, mais aussi des Anglais, voire des Allemands, qui écrivent à Carpentier pour témoigner de leur admiration. Des lettres intimes, hein, les lettres que lui écrit à sa femme, les réponses de sa femme. Et donc, à travailler sur les archives de la Fédération française de boxe, notamment pour le combat Batling-Siki-Carpentier, donc puisqu'il y a eu un rapport de la commission, rapport de la Fédération française de boxe, pour comprendre
les tenants et les aboutissants de ce combat, hein, dont on va peut-être reparler un petit peu après, un combat qui est polémique, je dirais. Et au-delà des archives, ben, bien sûr, la presse d'époque, presse française, presse américaine, presse anglaise, parce que Carpentier est extrêmement célèbre aux États-Unis et en Angleterre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a un petit paradoxe qui est assez surprenant et qui va peut-être surprendre les, les auditeurs, hein, qui nous écoutent, c'est que Carpentier aujourd'hui, s'il est oublié en France, s'il a été oublié en France, eh ben aux États-Unis, non, il l'est pas. Hein, il est encore, là on va fêter le centenaire du combat du siècle, aux États-Unis, il se rappelle bien de ce petit Frenchie qui est venu défier le grand Dempsey sur ses terres le 2 juillet 21. Et en Angleterre aussi, hein, donc dans les pays en gros de la boxe, hein, où la boxe est encore un sport roi, en Angleterre on se souvient bien de Georges Carpentier. Et une petite parenthèse intéressante à mon sens, si demain, et c'est ce que je souhaite à Tony Yoka, hein, si Tony Yoka demain affronte dans un championnat du monde des lourds, soit Joshua ou Fury, évidemment, on rappellera, ça ravivera la mémoire de ce Georges Carpentier, hein, qui a été le Français qui allait terrasser les Anglais chez eux, leur rafler plusieurs titres, et qui a été véritablement la bête noire des Anglais à une époque où les Anglais dominaient la boxe mondiale. Donc, et je reste persuadé que si demain donc il y a un Joshua Yoka ou un Fury Yoka, Wembley va très vite se remplir. Et si ça se déroule à Londres, bien sûr, hein, Wembley va très vite se remplir et les Anglais raviveront, hein, la mémoire de Georges Carpentier dans une sorte de filiation, hein, Carpentier-Yoka. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que moi, c'est vrai qu'on le voit sur que ce soit des youtubeurs américains qui font des vidéos box, que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi, je vois des fois passer le nom, effectivement, de Georges Carpentier. De la part d'Américains, c'est ce qui est assez fou. Alors que nous, en France, effectivement, on en parle très peu. Et même, tu vois, je vais te dire, la vidéo qu'on avait fait sur les boxeurs français, sur les meilleurs boxeurs français avec JC, à la fin, JC, il m'avait dit, mais tu vois, j'avais même oublié que Carpentier avait été champion du monde, alors que c'est quand même le premier champion du monde de français, quoi. Mais c'est vrai qu'on rappelle pas assez quand même la carrière du bonhomme, mais même la vie, parce que effectivement, tu as parlé de sa période aussi guerre mondiale, mais c'est vrai que Carpentier, c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à lire le livre. C'est une vie incroyable, quoi, presque digne d'un roman, tout ce qu'il a vécu, ce mec, quand tu vois, par tout ce qu'il est passé, c'est énorme. Puis, sa cote de popularité, effectivement, moi, je le savais déjà en connaissant le bonhomme, mais ton livre, vraiment m'a fait me rendre compte de l'ampleur du truc. Il est reçu par des souverains du monde entier, quoi. Carpentier, c'est énorme, quoi. Et je pense que jamais, enfin, j'ai pas souvenir que dans l'histoire de France, on ait eu un sportif comme ça qui a eu autant la cote à l'international, quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien que tu le reprécises. Si Carpentier a disparu de la mémoire nationale, il y a vraiment un paradoxe parce que c'était, comme tu dis, et j'en reste persuadé, la plus grande gloire du sport français, hein. Il a été reçu donc par les rois. On va rappeler quand même, hein, reçu par le roi d'Angleterre, hein, le roi George V, le roi de Suède, le roi d'Espagne. Il est accueilli, il dîne avec Winston Churchill. Il est adulé des écrivains, hein, français mais aussi américains, Ernest Hemingway, l'américain, le français François Mauriac. Les stars, il devient l'ami de Charlie Chaplin, l'acteur, de George Gershwin, le compositeur, Greta Garbo. Voilà, c'est tout un monde de célébrités qui. Pardon ? Douglas Fairbanks aussi. Douglas Fairbanks Senior, ouais, tout à fait. Donc c'est tout ce monde des célébrités du XXe siècle qui gravitent autour de Carpentier et qui vont s'émerveiller devant les exploits pugilistiques de ce boxeur. Maintenant, pour devenir un héros du sport, il y a plusieurs, à mon avis, facteurs qui font de Carpentier ce héros du sport français. D'abord, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier Français à battre les Anglais. Et quand ce Français bat les Anglais avant la Première Guerre mondiale, c'est une époque où l'ennemi héréditaire des Français, c'est encore l'anglais. Et l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire c'est un ennemi qui est là depuis au moins l'époque médiévale, hein, et chaque fois qu'on a
des rivalités franco-anglaises dans le sport, ben, on ravive le souvenir des guerres qui ont eu lieu entre la France et l'Angleterre. Et au début du XXe siècle, ben, il y a un gros complexe des Français dans le sport. Ils n'arrivent pas à battre les Anglais. Les Anglais ont inventé le sport moderne, alors que ce soit le football, le rugby, le tennis, hein, la boxe aussi. Et les Anglais ne battent pas les Français n'arrivent pas à battre les Anglais. Alors bien sûr que quand Carpentier bat les Anglais, alors d'abord ça va surprendre les Anglais, ils se disent comment un froggies, ils appellent ça, le grenouillard là, ils connaissaient rien à la boxe il y a une dizaine d'années, c'est français, et ils nous envoient un champion qui rafle le titre de champion d'Europe des poids welter. Donc là, on est en octobre 1911. Il a que 17 ans, Carpentier, hein, donc il va prendre le titre de champion d'Europe des poids welter. Donc les Anglais, ils en font un... Ouais. Juste, excuse-moi, je te coupe Stéphane, mais je me demande, champion d'Europe à 17 ans, je me demande si c'est pas un record honnêtement dans la boxe. Ça doit l'être. Bien sûr, ça doit l'être, puisque Carpentier commence à boxer à l'âge de 14 ans. Mais là, il faut vraiment que les auditeurs se rendent compte. Et on parle de combat professionnel, hein, il n'a pas de carrière amateur. Il fait un premier combat pro à l'âge de 14 ans, un combat sur 20 rounds. Alors, ça reste ce que ça reste. Hein. C'était pas bien sûr un combat. Faut pas imaginer un combat hyper technique puisqu'il débute dans la boxe. Hein. Il a fait un peu de boxe française, mais il fait quand même son premier combat pro en 20 rounds. Aujourd'hui, dans une salle de boxe, vous mettez un gamin en boxe éducative, hein, même pas en boxe amateur olympique ou encore moins en boxe pro parce que c'est impossible. Hein. Il faut être majeur, il faut avoir fait une carrière amateur pour pouvoir prétendre à une licence de boxe professionnelle. Mais là, Carpentier, il fait son premier combat à l'âge de 14 ans sur une durée de 20 rounds avec des gants de 4 onces. Donc même si vous mettez un adversaire face à lui qui est un débutant, qui n'a pas une grande expérience de la boxe, comment un gamin peut tenir sur une durée de 20 rounds? Alors, il ne faut pas les voir comme des surhommes. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'un Superman de la boxe, ça n'existe pas. Non, c'est juste cette génération d'avant la Première Guerre mondiale, c'est des gens qui ont un autre rapport à la violence que nous. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup plus on est moins endurant, ça c'est sûr, et on est plus frileux. Hein, c'est un peu ce que je dis, la génération des gamins aujourd'hui, quand vous les voyez arriver dans une salle de boxe, s'ils prennent un coup dans le nez, tout de suite ils arrêtent et ils vont peut-être perdre la motivation et pas revenir le lendemain tellement ça fait mal. Mais cette génération, la génération de Georges Carpentier, c'était vraiment des durs au malin. Oui, complètement. Puis en plus, son adversaire était quand même, il me semble que c'était déjà le cas, beaucoup plus lourd, plus âgé et plus lourd que lui, non? Pour ouais, tout à fait. Plus âgé. Son adversaire, il a 20 ans, hein, donc on ne le met pas face à des enfants. Hein. Et Carpentier, il est très léger, hein, il fait moins de 50 kilos hein, à 14 ans, mais on le met face à un adversaire qui est plus lourd, hein, d'une dizaine de kilos, et qu'à 20 ans. Donc voilà, Carpentier, en grandissant, donc il va grandir au rythme de combat effréné. Hein, donc, puisqu'il va livrer entre 14 et 16 ans une quarantaine de combats pro, donc 20 combats par an en moyenne, hein, des combats qui sont sur une durée de 20 ou 15 ou 10 rounds hein, pour les minimums. Et à mon sens, Carpentier va un peu à la manière d'un joueur d'échecs qui commence à jouer aux échecs très tôt, ou un prodige de la musique, hein, je ne sais pas, un Mozart que vous mettez à la musique à l'âge de 4-5 ans, il va développer des aptitudes techniques hein, qui vont lui être indispensables tout au long de sa carrière parce que en fait, il grandit, hein, donc son cerveau grandit, son corps pareil, il se développe au rythme de ses combats. Donc ça va devenir, à l'âge de 20 ans, une véritable machine à boxer. Et à 20 ans, donc en 1914, avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, il a 77 combats pro à son actif et très peu de défaites. Hein, notamment entre 1912 et 1914, je pense que c'est vraiment l'apothéose de sa carrière. Là, il perd, il perd rarement. Et en plus de ça, il fait à l'époque 77 ou 78 kilos et il affronte déjà des poids lourds, hein, un gros poids lourd comme Joe Janette qui a boxé Jack Johnson, hein, qui est à l'époque le champion du monde des poids lourds, donc le noir américain Jack Johnson. Carpentier
affronte Jeannette et l'envoie à terre, hein, au premier round, alors que le mec n'est jamais allé à terre. Et ce combat, donc, qui aura lieu en mars 1914 face à Joe Jeannette, Carpentier le perd, mais ça a été extrêmement serré, hein, sur une durée de 15 rounds. Et je rappelle que Carpentier fait 76 kilos et Jeannette fait 90 kilos. Donc on est là face à des choses qui sont aujourd'hui qui nous dépassent, même si on est amateur de boxe, parce que à l'époque, les catégories de poids, si elles existent, elles ne sont pas toujours respectées. Et Carpentier peut affronter des poids lourds tout en étant, lui, en fait, un modeste mi-lourd, voire un super moyen. La catégorie super moyen n'existe pas à l'époque. Et ça aussi, ça participe du prodige de ces champions, hein, qu'on a oubliés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus difficile de devenir champion d'Europe, du monde à l'époque, parce qu'il y avait moins de catégories de poids et il n'y avait qu'une fédération. Donc c'est une logique mathématique, hein. Moins de catégories de poids qu'une seule fédération, eh ben, c'est beaucoup plus dur d'accéder au titre. Et ça aussi, c'est un point important. Ça veut dire que à l'époque, ben, les boxeurs qui accédaient au titre avaient une grosse réputation, une grosse renommée, parce que ça avait du sens. Et la boxe aujourd'hui a perdu beaucoup de son aura parce qu'on a multiplié les fédérations, on a multiplié les catégories de poids. Ouais, donc titres, même les mecs qui sont passionnés de boxe, des fois, ils ont du mal à s'y retrouver. À l'époque, on savait qui était le champion du monde des poids welter, des poids moyens, des mi-lourds, des lourds et des plumes. C'était assez simple, voilà. Et le champion du monde des poids lourds, ben, en gros, c'était l'homme le plus célèbre de la planète, hein. Quand Carpentier affronte Dempsey, Dempsey est une immense star à travers les États-Unis, mais aussi l'Europe. Hein, aujourd'hui, vous demandez à un passant dans la rue qui est l'actuel champion du monde des poids lourds, sera incapable de vous dire Fury, Joshua. Si vous êtes Joshua, peut-être encore. Encore, ils sont un peu connus, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas n'importe qui va te sortir les noms, mais oui, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'aura d'un Dempsey à l'époque, c'est clair. Ouais, jusqu'à, on va dire, Mohamed Ali. Hein, donc les années 70, puis après, bon, il y a le phénomène Tyson qui a fait parler de lui, parce qu'en plus, il prend tous les titres, Tyson. Voilà, il rafle toutes les ceintures, donc à partir de là, c'est des champions qui sont incontestés. Mais tant qu'on n'a pas vraiment l'unification du titre et puis une médiatisation du champion du monde des poids lourds, ben, les puristes de la boxe connaissent. Les gens qui sont dans le sport, pas forcément. Voilà. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, l'homme le plus célèbre de la planète, c'était bel et bien le champion du monde des poids lourds. Hein. Mohamed Ali, pour ouvrir une petite parenthèse, dans les années 70, il est plus célèbre que le président des États-Unis. Vous allez en Asie, vous allez en Afrique, n'importe où en Europe, en Amérique du Sud, vous demandez quel est l'Américain le plus célèbre, on vous citait Mohamed Ali. Aujourd'hui, si vous demandez quel est l'Américain le plus célèbre, un Chinois, vous lui demandez de citer un Américain, il ne vous citera pas. Alors, un champion du monde poids lourd d'abord parce qu'il n'est pas américain aujourd'hui, mais voilà, il aura tendance à vous dire un homme politique ou peut-être un sportif, mais pas un boxeur. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, je crois que c'était Don King qui avait dit les 3 personnes les plus célèbres au monde sont le président des États-Unis d'Amérique, le pape et le champion du monde des poids lourds. Ouais, c'est intéressant. Je connaissais pas cette phrase de Don King. Oui, c'est pas étonnant, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose de phénoménal, hein, d'être champion du monde des poids lourds pendant longtemps. Il faut pas le sous-estimer. Et c'est pour ça que ça redonne, hein, toute cette grandeur à Georges Carpentier, qui est quand même un des rares Français à avoir disputé un championnat du monde des poids lourds à une époque où le titre était, où il y avait une seule fédération. Et c'est pour ça que les Américains ont qualifié ce match de combat du siècle. Hein. C'est le seul Français à avoir fait un combat dit du siècle. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que, en fait, justement, ce qui est intéressant dans ton livre, ce que j'avais découvert, c'est que, moi, honnêtement, je ne pensais pas qu'on avait été si proche avant la Première Guerre mondiale, déjà d'une chance pour le titre mondial des lourds, c'est-à-dire d'un Carpentier contre Jack Johnson, quoi.
Ouais. Et je pense là que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'apothéose de Carpentier, c'est 1914. Là, il est vraiment réglé comme une machine à boxer. C'est la machine parfaite, hein, parce que quand il affronte, donc son dernier combat qu'il fait avant la Première Guerre mondiale, c'est le 16 juillet 1914, c'est Gunboat Smith. Le combat se dispute à Londres, hein, donc Gunboat Smith, c'est un poids lourd américain, et Gunboat Smith a battu Sam Langford en 1913. Sam Langford fait partie de ces 4 grands champions noirs américains qui dominent la catégorie avec Jack Johnson. Donc il y a Sam Langford, il y a Sam McVeigh, il y a Joe Janette, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a affronté Carpentier, et il y a Jack Johnson, qui est le champion incontestable. Le champion, voilà, incontesté et incontestable. Et Carpentier, donc lorsqu'il bat Gunboat Smith, qui lui-même a battu Sam Langford, ben, là, normalement, il a la voie tracée pour affronter Jack Johnson. Or, la Première Guerre mondiale éclate 15 jours après. Hein. Lui, Carpentier, s'engage dans une carrière d'aviateur. La boxe s'arrête en Europe. Aux États-Unis, ça continue. Et Johnson perd en avril 1915, donc 8 mois après, son titre face à Jess Villard. Et Jess Villard, donc ce géant de 2 mètres, eh ben Gunboat Smith l'avait battu quelques mois avant. Ce qui veut dire que Carpentier, en ayant battu Gunboat Smith, il était légitime déjà au titre. Alors je ne sais pas si Carpentier aurait battu Jack Johnson. Hein. Mais il avait ses chances. Et voilà, exactement. Il avait toutes ses chances. Et puis surtout, Jack Johnson était sur la pente descendante à l'époque. Il s'entraînait moins. C'est un immense champion, hein, Jack Johnson. D'après Ring Magazine, je crois qu'il est classé dans des meilleurs de l'histoire des poids lourds. Hein. Johnson, c'est un champion qui boxait, qui avait une boxe défensive. Donc un grand technicien et qui a été admiré notamment par Mohamed Ali, Jack Johnson. Et Carpentier, donc, il aurait pu affronter ce Jack Johnson. À mon avis, il avait toutes ses chances parce que Carpentier, lui, il était au sommet et Johnson était sur la pente descendante. Après, le gros point faible de Carpentier, c'est qu'il faisait moins de 80 kilos pour 1m80. Hein, et Johnson, lui, c'est un vrai poids lourd. Hein, c'est un géant de plus de 90 kilos et de pratiquement 1m90. Voilà. Mais la chance de Carpentier, c'est qu'il était, comme je l'ai dit, au sommet de son art et que Johnson, lui, était plutôt sur la pente descendante. Donc, il y avait un rééquilibrage, là, à mon avis, intéressant. Et ça aurait fait, en tout cas, un très beau combat. Et pour rappel, depuis que le championnat du monde des poids lourds existe, hein, l'ère moderne, donc c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, aucun Français n'est devenu champion du monde des poids lourds. Oui, tout à fait. C'est pour ça que à chaque fois qu'un Français dispute ce titre, ils sont que 5 dans l'histoire à l'avoir fait. Donc il y a eu Carpentier, Rodriguez, Diopa, Takam et Mormec, bien sûr, Mormec. Mais c'est vrai que aucun n'a réussi à récupérer une ceinture. Et puis c'est d'autant plus frappant pour Carpentier, comme tu le dis, où là, effectivement, tu pouvais pas dire c'est la ceinture machin ou c'est la sous-ceinture, c'est le titre argent ou je sais pas quoi. C'était le titre de champion du monde poids lourd. Il n'y avait pas à discuter. Alors c'est vrai que bon, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, je dis, ouais, bien sûr, j'approuve ce que tu dis, bien sûr. C'est sans rien enlever à la valeur des boxeurs d'aujourd'hui qui ont disputé des championnats du monde, donc Rodriguez ou Mormec ou même Duopa. Je pense que c'est pas comparable. Parce que là, quand vous arrivez au sommet comme Carpentier, c'est vraiment vous avez fait le ménage incontestable dans tout ce qui existe dans le monde de la boxe de l'époque pour arriver au titre des poids lourds. Aujourd'hui, vous pouvez arriver au titre sans avoir fait le ménage. Voilà, parce qu'il y a des multiples fédérations et parce qu'il y a aussi des magouilles. Alors, on va revenir sur les défaites de Carpentier parce que là, c'est intéressant. Aujourd'hui, on pense souvent que un bon boxeur, c'est un boxeur qui a un palmarès vierge de défaites. Or, ça, c'est pour moi impossible, mis à part des génies comme Rocky Marciano ou Floyd Mayweather. Hein. Là, c'est bien sûr, on ne peut pas remettre en cause ce palmarès vierge de défaites, mais il faut bien penser qu'à l'époque, notamment au temps de Carpentier, on ne s'embête pas avec ça, on boxe.
Oui, On fabrique pas un palmarès. On boxe tout le monde. exactement. Et ils boxent toutes les semaines, ces mecs. Donc, à un moment donné, oui, vous rencontrez la défaite. Il y a des matchs revanche, on reboxe, on continue. Et dans la défaite, on apprend. Et moi, je compare toujours ces boxeurs de l'époque à, je sais pas, aujourd'hui, un tennisman comme Nadal. On Mm. va pas regarder si Nadal il a perdu un match ou non. C'est Ah oui. normal de perdre quelquefois des matchs. Le Real Madrid, quand il joue, ça reste une des plus grandes équipes au monde. Pourtant, ils ont déjà perdu des matchs. Donc, ça aussi, ça fait beaucoup de mal à la boxe de vouloir se fabriquer des palmarès vierges de défaites. Non, il faut boxer, il faut quelque part accepter la défaite, rebondir, et après, on tire des conclusions. Quand on regarde des palmarès comme Carpentier sur une centaine de combats, il a une quinzaine de défaites, mais ça reste sur 100 combats. Bah, c'est ça. D'accord. C'est voilà. C'est très fort pour l'époque d'avoir si peu de défaites. En fait, surtout que il faut aussi rappeler les gars qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube pour aller voir le boxeur qu'on va affronter, comment il boxe, qui sait, des fois, sur le tas, tu découvres un peu tout parce qu'il n'y avait pas forcément, la vidéo n'était pas hyper répandue. T'avais pas le temps de faire une préparation adéquate comme aujourd'hui où les mecs ils se préparent des mois avant avec des sparring qui sont choisis sur mesure un peu. Là, non, c'est vraiment, comme tu dis, c'est de l'abattage, quoi. C'est petit à petit, on te met des mecs devant et c'est à toi de t'adapter sur le ring au fur et à mesure, quoi. Ouais, bien sûr. Hein, donc boxer, mais en même temps, boxer toutes les semaines, on reste dans le rythme. Hein. Eh oui. Et c'est pour ça que. Alors, il y a peut-être un point intéressant que j'aimerais soulever, là, Vincent. C'est une comparaison avec ces boxeurs, on l'a déjà fait, les boxeurs du temps de Carpentier, donc on va dire jusque les années 20, 30, et boxeurs d'aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant pour les auditeurs. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ces boxeurs boxaient avec des gants de 4 onces. 4, 5, 6 onces. Aujourd'hui, on est sur du 10, 12 onces. Donc, le poids des gants est plus lourd, hein, et bien sûr, l'impact des coups est moins violent, moins brutal. La durée des matchs était des 15 ou des 20 rounds. Aujourd'hui, on est sur du maxi 12 rounds pour un championnat du monde. Et il faut que le boxeur soit déjà un athlète, un professionnel chevronné pour accéder à un championnat du monde en 12 rounds. Alors qu'à l'époque, un combat de gala, ça se fait sur du 15-20 rounds, avec des gants de 4 onces. Et troisième point intéressant, donc ces boxeurs, non seulement ils boxent avec des gants plus légers, sur des durées plus longues, mais en plus de ça, ils boxent de manière plus intense, c'est-à-dire plus régulièrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne fabriquent pas leur palmarès, donc ils boxent pratiquement toutes les semaines. Donc incontestablement, vous prenez aujourd'hui Georges Carpentier, vous le ressuscitez, vous le balancez dans un championnat, vous le faites concourir dans un championnat du monde, alors lui, il serait super moyen, il fait un carton, c'est sûr. Oui. Il fait un carton parce qu'il est habitué à boxer avec des gants de 4, 6, 11, c'est-à-dire qu'il a développé des techniques d'esquive que les boxeurs d'aujourd'hui n'ont pas besoin de développer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez ramasser plusieurs rafales de coups sans tomber KO. À l'époque, c'était comme le poing était armé de gants de 4 onces. Et en plus, alors ça c'est vraiment la folie de l'époque, quoi. Le bandage, aujourd'hui, on met des bandages mous. Le règlement impose un bandage mou. À l'époque, c'est un bandage rigide. Ils mettent du Chatterton, donc du gros scotch là, très rigide, sous les gants. Autant dire que le poing, il est dur comme un pavé. Donc les mecs, ils avaient intérêt de savoir esquiver, donc en gros, savoir boxer pour monter sur le ring. Parce qu'un coup, vraiment un coup, c'était le KO assuré. Il n'y avait pas besoin de marteler continuellement le boxeur pour le mettre au sol. Donc un mec comme ça qui a appris à boxer sur des durées de 20 rounds, avec des gants de 4 onces, qui a développé des techniques d'esquive considérables, c'est sûr que vous le balancez aujourd'hui, il a toutes ses chances de réussir. Et ça, c'est une exception de la boxe par rapport aux autres sports. Puisque quand on prend un nageur, un footballeur, un coureur du début du XXe siècle, vous le balancez aujourd'hui dans une compétition face à ses homologues du XXIe siècle, pas un footballeur du début du XXe face à un footballeur du début du XXIe siècle, celui du XXe siècle n'aura aucune chance face à la star, face à Cristiano Ronaldo. Pareil pour un nageur, pareil pour un coureur.
Par contre, dans la boxe, là, c'est peut-être autre chose. Hein. Des mecs, alors ça peut être Carpentier, mais même Cerdan. Hein. Cerdan, Ouais. c'est une centaine de combats pro. Vous le balancez aujourd'hui dans un championnat du monde des poids moyens. Et il a toutes ses chances de faire un gros carton. Ouais, même si aujourd'hui je pense que Cerdan serait peut-être plus avec tous ces systèmes de cut weight et de réhydratation dans un super welter peut-être ou un welter. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis peut-être qu'on aurait pu avoir un Carpentier qui fasse tomber un Canelo en super moyenne du coup. Ouais, bah là, bah voilà, ouais, t'as raison, hein, Canelo, on va faire c'est Retour vers le futur comme dans le film, mais c'est ça, ouais, Carpentier face à Canelo, Carpentier en 14, donc quand il est au sommet de son art, mais à l'évidence, il a toutes ses chances face à Canelo. Et ouais, ça c'est incontestable, hein. Ouais. Donc maintenant, on va peut-être un peu plus du coup se recentrer sur notre centenaire du jour. Donc ce fameux combat d'MC Carpentier est un peu la genèse justement de ce combat parce que du coup, on est dans l'après-guerre, Carpentier reprend sa carrière de boxe. Il est toujours resté en fait un peu le champion d'Europe parce que même pendant la guerre, comme c'était, tu l'as dit, il y a eu un peu un temps mort, on va dire, pour la boxe durant ces années-là. Quand il revient, il est toujours en fait le champion d'Europe des poids lourds, quoi. Oui, ouais, bien sûr. D'ailleurs, les Anglais n'ont vraiment pas digéré hein, d'avoir. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les Anglais étaient les maîtres de la boxe anglaise hein, en Europe, alors ils toléraient que les Américains leur raflent des titres parce que pour eux, les Américains, c'est un peu des cousins. Mm. Hein, c'est les anglo-saxons comme eux. Donc, ça, ils le toléraient. Par contre, ils ne supportaient pas que les Français leur piquent des titres dans ce sport roi qu'est la boxe anglaise. Hein. Alors, un truc intéressant, si nous, on a oublié ce qu'est l'importance de la boxe anglaise, en Angleterre, encore aujourd'hui, on sent que c'est un sport roi. Il faut juste regarder le palmarès des boxeurs anglais aux Jeux Olympiques de Londres. Quand les Anglais ont organisé les JO, ben, ils ont tenu à rafler un maximum de médailles en boxe anglaise pour les JO de Londres en 2012. Et le premier, celui qui a codifié la boxe anglaise, donc en 1743, il s'appelle Jack Broughton. Donc cet Anglais, eh ben, il est inhumé à Westminster Abbey auprès de, alors les Anglais l'appellent Father of Boxing, le père de la boxe. Il est inhumé auprès des rois, reines d'Angleterre et les grands écrivains ou les grands génies comme Isaac Newton, l'écrivain Charles Dickens, etc. Donc ça montre bien l'importance de la boxe en Angleterre. Et lorsque Carpentier, donc comme je l'ai dit, a raflé le titre en plus de champion d'Europe des poids lourds avant la guerre, à la fin de la guerre, il est encore champion d'Europe, hein, bien sûr, parce qu'il y a une interruption. Donc eux, ils se disent, c'est pas possible, quoi. Ça fait un titre aussi prestigieux aux mains des Français depuis maintenant 6 ans. Il faut absolument qu'on le reprenne. Et ils vont de nouveau lui opposer des champions. Alors il y a d'abord Joe Beckett, hein, qui est un champion, et Carpentier arrivera à le battre. Et suite à ça, bon, bah, c'est la voie tracée pour le championnat du monde. Donc Carpentier franchit l'Atlantique, prend le titre de champion du monde des mi-lourds en octobre 1920. Et là, c'est l'apothéose pour le monde de la boxe, puisqu'on veut voir à tout prix ce prodige, cette merveille, comme ils disent les Américains venus du pays des grenouilles, affronter leur grand champion, Jack Dempsey. Et le combat s'organise pour le 2 juillet 1921. Et alors ça, c'est assez fou aussi d'ailleurs, pour refaire la parenthèse, c'est parce qu'en fait, Carpentier en battant Battling Lewinsky devient le premier Français champion du monde de l'histoire. Mais en fait, ça passe presque sous les radars tellement en fait les gens sont déjà dans l'optique en fait de Carpentier Dempsey quoi. C'est presque juste une étape. Alors que quand tu réfléchis, Battling Lewinsky, c'était quand même pas rien. Ça a été un grand rival de Harry Greb entre autres. Harry Greb n'a jamais réussi à le stopper avant la limite, je crois. Bon, certes, Harry Greb, c'était peut-être pas le plus gros des cogneurs, mais c'est quand même Harry Greb, quoi. Et Carpentier, lui, l'a éliminé en 4 rounds, quoi. Et ça, c'est assez fou parce que Lewinsky, du coup, est presque un peu balayé comme ça, alors qu'il faudrait s'arrêter et dire non, non, attendez, que c'est quand même pas rien, quoi, d'avoir battu Lewinsky. Mais pour dire à quel point, en fait, on est déjà dans ce combat, dans cette dualité entre Dempsey et Carpentier, c'est un combat qui, en fait, est juste une étape, quoi, presque pour lui.
C'est ça, parce que pour le titre roi, c'est quand même celui des poids lourds. Hein, il y a des catégories reines dans la boxe. Il y a les poids moyens, les poids lourds. Donc les mi-lourds, bon, aujourd'hui moins, bien sûr, hein, mais ça reste des catégories dites bâtardes. Voilà, on a, en gros, c'est plume, Walter, moyen, lourd. Le reste, tout ce qui est mis super, bon, on a créé ça parce qu'on sentait bien qu'il y avait des points intermédiaires et que ça n'avait pas de sens de faire affronter des poids moyens, des mecs de 72 kilos à des mecs de 90 kilos. Mais voilà, ça se faisait encore à la belle époque. Hein. Par exemple, Jack Johnson, comme personne n'arrivait à le battre, Jack Johnson, en fait, les Américains n'arrivaient plus à lui trouver un blanc parce qu'il y avait une rivalité. Hein. Les Blancs voulaient récupérer ce titre de champion du monde qui était aux mains d'un Noir. Hein, et il y avait bien sûr une forme de racisme là. Eh ben, ces Américains vont lui opposer Stanley Ketchel, qui est le champion du monde des poids moyens, un tueur à gages, hein, Stanley Ketchel. Ouais. Et donc, vous allez avoir un combat complètement fou hein, entre ce poids moyen, dans un championnat du monde, hein, ce poids moyen de 72 kilos, Stanley Ketchel, face à ce géant de 90 kilos. Et pire dans tout ça, c'est que Ketchel envoie Jack Johnson à terre. Hein. Ouais. Il l'envoie à terre d'un crochet. Et ensuite, Johnson se relève. Alors, on trouve les images sur YouTube. Oui, hein. Johnson elles sont se très relève. célèbres, ouais. Et il lui balance un uppercut. Ah, il a dû lui arracher toutes les dents. En plus, ils n'avaient pas de protège-dents à l'époque. Hein. C'est ce qu'il disait, qu'apparemment, il y avait des dents qui étaient tombées là, dans l'histoire. Ouais. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là aussi, quand tu parles de poids, je crois que Sam Langford, la seule fois où il a boxé Johnson, donc c'était hors championnat du monde, il était beaucoup plus léger aussi. Alors en plus, il est déjà assez petit de base, Sam Langford, je crois qu'il fait à peine 1m71. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait des oppositions qui étaient assez énormes. Ouais, Langford, c'est vraiment... Langford aussi, c'est un palmarès de folie. Hein. Il commence en léger, le gars. Hein. Ah, il commence en léger, Langford. Ouais, il a boxé, il a battu Joe Gans quand même, en léger. En welter, il fait match nul contre Joe Walcott. Alors, pas Jersey Joe Walcott, et pour ceux qui nous écoutent, on parle de Barbados Joe Walcott. Il fait un match nul pour le titre mondial. Apparemment, de ce qui est ressorti de la presse de l'époque, il aurait dû l'emporter. Il a boxé aussi Stanley Ketchel, Sam Langford. Alors, hors championnat aussi. Mais ouais, c'est énorme. Sam Langford, quand tu regardes le palmarès, c'est vraiment le plus grand boxeur qui n'ait jamais été titré, quoi. Mais il fait partie des meilleurs, quoi. C'est incroyable. Ouais, il fait partie des géants. En tout cas, les Américains le reconnaissent comme un géant de la boxe. Et son physique, c'est vrai qu'il est un peu bizarre parce qu'il est très petit, comme tu dis. Hein, il fait un peu plus d'1m70, mais ça va être un carré, quoi. C'est un bloc, hein, parce que quand il boxe en poids lourd, il doit être pas loin quand même du 90 kg pour 1m70, je pense. Hein. Ouais, je sais pas quel était son poids. Faudra le regarder sur. Ouais, en poids lourd, il est quand même très, très massif. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est tanké, ouais. Alors, pour revenir donc du coup sur notre Carpentier d'MC, donc comme tu l'as dit, ça commence là à se mettre en œuvre. Alors, justement pour parler un petit peu de la genèse, tu l'évoques dans ton livre, donc toute la hype, on dirait aujourd'hui, médiatique autour de l'événement, effectivement, qui fait qu'on va quand même construire un stade spécialement pour ce combat, quoi. Ouais, ça montre toute la démesure de l'Amérique, hein, puisque ces Américains, dans le premier événement, enfin le premier grand événement sport-spectacle, hein, ils mettent les moyens. Hein, on construit une arène uniquement pour ce match. Hein, donc l'arène va être édifiée, on va commencer à l'édifier au mois de mai. Mai 1921, on va finir donc pour le 2 juillet et dès le lendemain, on va la démonter. Donc une immense arène qui peut contenir quand même plus de à peu près 80 000 spectateurs. Et on va faire le plein pour ce match hein, qui va donc être un événement regardé par 80 000 spectateurs. Donc on peut se demander, donc on trouve facilement les images sur Internet, hein. On peut se demander bien sûr que voyaient les gens qui étaient au-dessus, hein, autant dire rien du tout, mais ils étaient dans une ambiance et ils avaient surtout l'impression, la sensation de vivre un moment historique. Hein, Ils sentaient que c'était un moment historique, c'était ce championnat du monde entre ce Frenchie et cet Américain. Ouais, ben c'était la vieille Europe, comme on dit, contre le nouveau continent. C'est que cette arène, il y a les photos sur Internet, on en mettra quelques-unes sûrement dans la vidéo. C'est impressionnant, quoi. Il y a une photo aérienne, vraiment, ça fait cette espèce de colisée avec une forme un peu, des formes cubiques. Enfin,
incroyable, Ouais, c'est avec ça, ce ouais, petit ring au milieu minuscule. c'est un octogone en fait. C'est Ouais, un ça fait un peu un octogone et octogone, on ouais. a le ring au centre, le ring le blanc là. Ouais. Et le combat en plus, il a eu lieu l'après-midi. Ouais. Donc c'est juillet, il fait terriblement chaud. Et une chose intéressante, c'est que Carpentier, c'est un professionnel chevronné. Hein. Il a déjà à peu près 80 combats quand il affronte Dempsey. Si mes souvenirs sont bons, ouais, ça doit être 80. Et donc, la boxe professionnelle, il sait boxer, il connaît la boxe professionnelle, il connaît ce qu'est boxer devant un public nombreux, hein, puisqu'il a déjà boxé devant 20 000, 25 000 personnes, mais il n'a jamais boxé devant 80 000 spectateurs. Et lui-même, en fait, il va être très surpris et il va devoir canaliser ses émotions parce que il est, en fait, les vestiaires sont installés sous les Les tribunes. gradins, ouais. Voilà, sous les gradins de l'arène. Et il arrive Carpentier vers 14 heures. Donc il s'engouffre directement dans les vestiaires sans véritablement voir la foule qui est assise déjà pour attendre le match qui doit débuter vers 15 heures. Il rentre dans les vestiaires, donc il y a tous les préparatifs d'avant-combat, bandages, même pas, non, parce qu'à l'époque, les bandages se mettent sur le ring. Non, c'est la concentration, on est là et on le masse un petit peu, il fait un peu de shadowboxing, il s'échauffe, etc. Donc il y a une préparation psychologique, puis un échauffement physique. Et quand il sort, donc quand c'est l'heure d'aller au combat, il a à peu près 15 heures. Et là, en fait, Carpentier, quand il va arriver au milieu de cette foule, de ces 80 000 spectateurs, en plus l'arène, elle est surchauffée de soleil, il fait très chaud ce 2 juillet, mais il va être comme ébloui, et à un moment donné, il va perdre contact avec la réalité, tellement la foule est dense, il a l'impression d'être dans une sorte de rêve, marcher sur du coton, et va, en allant vers le ring, ne plus comprendre en fait ce qui lui arrive. Et pour se raccrocher à la réalité, revenir à la réalité, il va en fait avoir l'idée de regarder un avion qui passe dans le ciel. C'est des avions publicitaires avec d'immenses banderoles. Déjà, la publicité est très présente. Et voilà, ça va lui permettre de revenir à une certaine réalité et se rendre compte qu'en fait, il va effectivement affronter Dempsey dans un match et qu'il faut maintenant se concentrer. Donc oui, les spectateurs, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque, 80 000 spectateurs, et de toute façon même pour aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, les grands matchs de boxe, c'est très rare d'avoir un match de boxe 100 ans après avec autant de Ouais. spectateurs. On l'a dit tout à l'heure, si Yoka un jour affronte Joshua ou Fury, j'espère que ça se fera à Wembley et à mon sens, là, il y aura de nouveau 80 ou 90 000 spectateurs. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que, ouais, en plus, bon, à l'époque, autant aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, autant à l'époque, c'est vrai que c'est du jamais vu. Un événement aussi grand, c'est absolument immense. Alors, pour revenir maintenant sur le combat lui-même, alors justement, décris-nous un petit peu ces 4 rounds, parce que là, ça ne va durer que 4 rounds. Comment ça se passe un peu sur le ring, quoi? Alors, d'abord, donc il y a la pesée d'avant-match. Donc, Carpentier fait 78 kilos, Dempsey c'est 85 kilos. Donc il y a un écart quand même de 7 kilos de muscle, ce qui n'est pas rien. Il y a quelques centimètres de différence. Carpentier, c'est à peu près 1m80, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dempsey, il est à 1,85, 1,86. Donc, même Dempsey, qui est un immense champion, d'ailleurs un des champions préférés de Mike Tyson, Jack Dempsey, ça reste un petit poids lourd par rapport aux poids lourds d'aujourd'hui, poids lourds qui font 2 mètres et c'est 100 kilos. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur si on prenait Carpentier et on le balançait dans notre époque, il aurait toutes ses chances. Ça, c'est incontestable. Les seuls en fait boxeurs qui n'auraient pas leur chance aujourd'hui, c'est les poids lourds. Ouais. Parce que c'est la seule catégorie qui a évolué physiquement. Voilà, les poids lourds d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus forts, beaucoup plus musclés Massif, que ouais, c'est les sûr. voilà massifs exactement que les poids lourds de l'époque. Mais donc Carpentier qui fait un championnat du monde poids lourd avec ses 78 kilos face à ce Dempsey, il a déjà un désavantage énorme. Euh,
lorsque le combat commence, alors le problème c'est que Carpentier n'a pas sous-estimé Dempsey, hein, parce que lui, il avait déjà vu son film, le film de son combat contre Jess Villard. Parce que Dempsey va prendre le titre en 1919, titre de poids lourd, champion du monde des poids lourds, à son compatriote Jess Villard. Le combat, c'est un carnage. Alors là, franchement, j'invite les auditeurs, vous allez le trouver sur YouTube, hein, regardez ce combat Villard-Dempsey. Il a lieu le 4 juillet 1919 à Toledo. Et Villard, il fait 2 mètres. Dempsey fait 1,85. Villard, c'est le mec qui fait 100 kilos, justement. Et Dempsey, c'est le poids lourd affûté de 85 kilos. Je crois le premier round, il envoie plus de 7 fois à terre. Ouais, c'est énorme. Et puis, comme à l'époque, il n'y a pas la règle des 3 knockdowns et on arrête. Non, on laisse boxer, quoi. Il n'y a pas la règle aussi non plus de revenir dans le coin à chaque fois. Donc, du coup, à chaque fois qu'il se relève, le pauvre Villard, il se fait massacrer. À tel point, d'ailleurs, que ce combat aussi, je pense que tu es au courant, Stéphane, a déclenché des polémiques. Il y a beaucoup de théories dessus en pensant est-ce que Dempsey avait caché un truc dans son gant. Je sais qu'il y a même aujourd'hui des historiens qui reviennent dessus en se disant est-ce qu'il y a eu un truc. Mais bon, pour revenir, parce que en fait, le massacre était tel qu'on certains pensent que dans le gant de Dempsey, il y avait peut-être autre chose que juste un bandage rigide, quoi. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Je sais que il y a eu une polémique là-dessus. Et pour en revenir donc au combat de Carpentier, donc Carpentier qui affronte Dempsey, en fait, il a pas sous-estimé Dempsey, loin de là. Hein, il a vu ce film du match contre Villard. Par contre, dans le camp de Carpentier, on a un peu sous-estimé Dempsey. Et Dempsey qui va faire un peu de l'intox. Hein, donc là aussi, on voit tout le côté stratégie mentale, psychologie, essayer de déstabiliser l'adversaire. Hein. Donc il y a le combat sur le ring, mais il y a aussi l'avant-match. Hein. L'avant-match, il faut essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire, de lui insuffler de la peur, le déstabiliser, ou alors lui faire croire qu'on n'est pas si bon que ça. Et ça, c'est ce que Dempsey a réussi à faire, puisque Dempsey, en fait, il a son camp d'entraînement qui est à Atlantic City. Donc, et ce camp d'entraînement est ouvert au public. Et il y a un journaliste français qui est le journaliste de l'Écho des Sports. Donc, c'est un quotidien sportif de l'époque qui se vend très bien. Il s'appelle Victor Breyer. Donc, c'est même le directeur de journal qui va être invité par le camp de Dempsey pour assister à l'entraînement et pour déjeuner avec Dempsey. Donc, quelques jours avant le combat. Je crois que c'est à peu près vers le 30 juin. Et là, ce que voit Breyer, en fait, c'est un Dempsey qui n'est pas si bon que ça, qui est peu rapide sur le ring, et il se dit que Carpentier va faire qu'une bouchée de ce Dempsey, parce que lui, il connaît bien Carpentier, il sait qu'il est hyper rapide, et il sait surtout qu'il a une droite fulgurante. La droite de Carpentier, c'est vraiment c'est un coup de fusil, en fait. Donc il rentre à New York, hein, il y a le camp de Carpentier qui est à Manhasset, et il avertit toute l'équipe de Carpentier en disant Dempsey, les Américains l'ont un peu surgonflé, il n'est pas si bon que ça. Carpentier, à mon avis, a toutes ses chances. Voilà, donc ça redonne du courage, bien sûr, au camp français. Et on apprendra quelques temps plus tard, et c'est Dempsey qui le dira à Victor Breyer, parce que Dempsey viendra à Paris en 1922 pour visiter Paris. Il sera invité par l'Écho des Sports, dans les locaux du quotidien sportif l'Écho des Sports. Ils vont dîner, pas mal picoler, et après avoir bu quelques bouteilles ou verres de champagne, Breyer se permettra de poser la question en lui disant comment ça se fait que quand je vous ai vu dans le camp d'entraînement, vous étiez lent et pas aussi rapide, pas très bon, et pourtant dans le match, j'ai vu un tout autre homme. Dempsey lui dira je pensais pas que vous étiez aussi naïf que cela, hein, et que vous allez vous faire manipuler de la sorte. Donc le subterfuge de l'équipe de Dempsey avait marché, puisque Breyer est allé tout de suite, comme je l'ai dit, raconter à Carpentier et à son équipe que Dempsey n'était pas si bon. Mais quoi qu'il en soit, le jour du match, Carpentier ne s'est pas, à mon avis, trop laissé influencer par on dit. Il est très concentré, il pense qu'il a toutes ses chances. Et dès le premier round, il va être surpris
quand même par la vitesse d'exécution de Dempsey. Dempsey est un poids lourd qui va très vite, qui boxe de manière très rapide. Alors, comme tous les Américains, ce sont eux qui ont inventé les déplacements par pivot. Donc ils font beaucoup de pivots sur le ring, un peu d'ailleurs à la manière de lui c'est un virtuose de la boxe, de Lomachenko, voilà, Lomachenko, vous voyez, comme il se déplace sur le ring avec des séries de pivots. Dempsey c'est un peu ça, ou Tyson aussi le faisait très bien. C'est un boxeur poids lourd qui va très vite, il rentre tout de suite au corps à corps dans l'infighting et puis il se déplace par des pivots. Il surprend Carpentier au premier round et il sent Carpentier, il fait très mal à Carpentier dès le premier round. Il le touche plusieurs fois au corps, mais aussi au visage. Et lorsque Carpentier revient dans son coin à la fin du premier round, il a déjà le visage en sang. Carpentier est un boxeur très expérimenté, un boxeur qui réfléchit aussi, donc il revient au deuxième round avec une autre stratégie, il joue de vitesse et Carpentier va quand même très vite. Et au milieu du deuxième round, il va réussir à toucher Dempsey d'une droite qui arrivera non pas à la pointe du menton, mais à la pommette. Et cette droite, elle va ébranler Dempsey. Donc Dempsey, dans son autobiographie, il dit clairement qu'il a eu des taches noires dans les yeux et qu'il a senti ses genoux fléchir. Donc il a failli, en fait, grâce à cette droite, Carpentier a failli abattre Dempsey au deuxième round. Mais, à mon sens, si c'était Carpentier de 14, la droite ne serait pas arrivée à la pommette, mais à la pointe du menton. Ça, premier point. Et deuxième point, pour Carpentier, c'est pas de bol parce que les Américains, l'État où se déroule le combat, c'est l'État du New Jersey. On interdit les gants de 4 ou 6 onces, on impose des gants de 8 onces. Donc les gants sont déjà un peu trop lourds pour Carpentier. Lui qui a l'habitude de boxer avec du 4 ou 6 onces, ça fait beaucoup plus mal, c'est beaucoup plus percutant avec des gants de 4 ou 6 onces. S'il avait eu ses gants habituels, et s'il avait eu, peut-être, si ce combat s'était déroulé en 1914, c'était le chaos assuré. Voilà, donc là, c'est pas de bol. À partir de là, il touche Dempsey et en plus de ça, il se fracture sur ce coup le pouce de la main droite. Carpentier, donc il sent que ça craque, les os ont craqué, il ne peut plus utiliser sa main droite, ou pas tant qu'il le veut. Il revient dans son coin à la fin de la deuxième reprise, il annonce à son entraîneur, donc à Descamps, que son pouce, qu'il a mal au pouce. Et là, on sait d'ores et déjà que le match est plié. D'autant que Carpentier, le gros problème de ce boxeur, ça a été ses mains tout au long de sa carrière, parce qu'il les a utilisés très jeunes et forcément, il les a fragilisés. Et vous savez que les boxeurs, les mains des boxeurs, c'est un outil précieux, il faut en prendre soin parce que c'est grâce à ces mains qu'on parvient à gagner de l'argent. C'est l'outil indispensable pour pouvoir boxer. À l'époque, on avait des soins pour les mains, mais ce n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit, Carpentier les a beaucoup utilisés puisqu'il a déjà plus de 80 combats en 1921 lorsqu'il affronte Dempsey. Donc à partir de là, troisième reprise, Carpentier essaye quand même de faire illusion, il a plus sa main droite, Dempsey a senti en plus que Carpentier est blessé, donc il accélère de nouveau et là, troisième et quatrième reprise, c'est une véritable domination de Dempsey. Et à quatrième reprise, Dempsey envoie définitivement à terre Carpentier. Le lendemain, donc la presse va faire quand même l'éloge de Carpentier, son courage, bien sûr, sa vaillance au combat, sa technique, parce que les Américains ont bien senti que ce Carpentier était très technique et qu'il avait toutes ses chances, qu'il aurait eu toutes ses chances s'il ne s'était pas fracturé sa main droite et si peut-être il avait fait 5 ou 6 kilos de plus. Là, il aurait pu jouer dans la même cour que Dempsey. Les radios, donc moi je voulais vérifier quand même que, donc là c'est tout l'intérêt d'un travail historique, il y a ce que dit Carpentier, je me suis fracturé la main, mais il faut aller le vérifier, est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, le médecin qui est mandé par Descamps, qui arrive le soir même dans le camp d'entraînement, diagnostique une fracture du pouce, et le lendemain, Carpentier va à l'hôpital, effectivement, on fait une radio, et c'est une fracture
avérée. Donc, il y a ce Carpentier qui a fait ce match dit du siècle, à mon sens, qui était déjà un peu joué d'avance parce que Carpentier avait fait 5 ans de guerre, 5 ans d'interruption. Or, on ne revient pas à son niveau en s'interrompant pendant 5 ans. Là, l'histoire de la boxe le montre très bien. On prend Mohamed Ali, il boxe, il est au sommet de son art dans les années 60. En 67, on lui retire sa licence parce qu'il refuse d'aller faire la guerre au Vietnam. Lorsqu'on lui retire sa licence, ça dure 3 ans. Il revient dans les années 70. Et en 1970, il fait quelques combats Ensuite, il affronte Joe Frazier le 8 mars 71 et il subit sa première défaite. Et dans les années 70, Mohamed Ali ne boxera plus comme dans les années 60. Il ne peut plus boxer comme ça. Il accepte de prendre des coups. Il change de style de boxe parce que, à mon sens, il y a ces 3 années d'interruption qui ont fait que la machine Mohamed Ali a été déréglée. Même chose pour Mike Tyson. Tyson, jusqu'en 92, ça reste le roi des poids lourds, même s'il a perdu en 90 face à Douglas. C'est une terreur des rings. Et puis en 92, il rentre en prison. Il va rester 3 ans en prison. En 95, lorsqu'il revient, c'est plus le même. C'est plus le même. Vous pouvez regarder les images du Tyson de la fin des années 90 et celui de la fin des années 80. C'est 2 boxeurs différents. Et c'est pareil pour Carpentier. Si ce Carpentier Dempsey a fait autant de bruit, c'est bien parce que c'est un événement monde, c'est un grand événement spectacle. Mais Carpentier, à mon sens, n'avait pas ses chances face à Dempsey parce qu'il y a eu ces 5 années de guerre qui lui ont volé ses meilleures années sportives. Et si ce combat avait eu lieu en 14, je répète, ça aurait été une autre paire de manches pour Dempsey. Ouais, là c'est souvent ça. Enfin, si on regarde, si on fait un petit peu la chronologie des combats du siècle, souvent c'est des combats qui sont très bien vendus, mais qui n'arrivent pas forcément au bon moment. Bon, l'exemple le plus récent qu'on a eu, évidemment, c'était Mayweather-Pacquiao qu'on aurait tous voulu avoir 5 ans avant. Et bon, effectivement, c'est un petit peu ça le côté tragique de Carpentier, que ce soit arrivé si tard pour lui. En tout cas, tu vois, moi, Stéphane, pour reparler vraiment de ton livre par rapport à cet événement, ça m'a vraiment fait conforter dans l'idée que moi, je me faisais de Carpentier. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est la plus grande gloire de la boxe française. Je le mets même devant Cerdan, alors ça peut se discuter, mais pour moi, vraiment, Carpentier, c'est le top, quoi. Ouais, alors moi je suis assez d'accord avec toi, Vincent. Alors, si Cerdan, c'est un immense boxeur, donc en termes de qualité de boxe, les deux, donc là, il peut avoir des bas. Par contre, en termes d'aura, de renommée, Carpentier, il devance largement tous les autres boxeurs. Mais même cette renommée aux États-Unis, Cerdan est célèbre, mais il est beaucoup moins que Carpentier. Carpentier, ça fait 100 ans, mais il a marqué les mémoires aux États-Unis et en Angleterre. Vraiment, le pays, paradoxalement, où on a oublié Carpentier, c'est c'est son pays de naissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réparer, nous, les amoureux de la boxe, les passionnés de la boxe. Parce que des grands champions, il y en a très peu. Et dans alors je dis bien champions, tout sport confondu. Tout sport confondu, des grands champions tricolores, il y en a très peu. Et là, avec Carpentier, on en a vraiment un. Et en plus, c'est dans notre sport. Donc, il faut vraiment le mettre en avant, ce mec. Et les disciples de la boxe, comme vous dites, toi et Jean-Charles, ils se doivent de connaître cet immense champion qui était Georges Carpentier. Et moi, j'œuvre aussi pour... j'aimerais que Georges Carpentier, ce soit pas juste une modeste salle de boxe qui porte son nom ou une petite rue perdue nulle part. Non, Carpentier, il devrait avoir aujourd'hui une station de métro Georges Carpentier. Une statue bien sûr, une statue, oui, bien sûr, parce que c'est incontestablement le sportif le plus populaire de la première moitié du XXe siècle en France. Ah oui. Le plus populaire et dans l'histoire du sport, il fait partie des, si on va classer 5 grands sportifs français, tous sports confondus, il va être dedans.
Ah oui. C'est sûr. Non, mais clairement. Et c'est pour ça que moi, donc, j'invite tout le monde à acheter, à se procurer ce livre. Donc, Georges Carpentier, L'incroyable destin d'un boxeur devenu star aux éditions Nouveau Monde. Parce que, effectivement, c'est d'utilité publique. Alors là, vous voyez, on a parlé pendant à peu près 1 heure de vidéo. On a survolé un peu la carrière de Carpentier. On s'est surtout centré sur ce fameux match pour le célébrer aujourd'hui, pour célébrer ce centenaire qui est quand même unique dans l'histoire de la boxe. Mais je vous invite vraiment à lire le livre de Stéphane, qui est très bien rédigé, en plus très bien écrit, où vous aurez vraiment tous les détails de la vie et de la carrière de Carpentier, et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qu'on ne reverra probablement jamais, qu'on reverra c'est jamais en France, dans la boxe en tout cas, parce que c'est aussi notre époque. Tout était très différent, mais c'est absolument incroyable ce qu'a fait Georges Carpentier. Et en tout cas, merci Stéphane à toi d'avoir rédigé ce livre. Peut-être qu'on aura, qui sait, l'occasion de refaire d'autres vidéos sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment pour marquer aussi le coup euh, de l'anniversaire de ce centenaire, de ce combat qui a marqué la France, mais l'histoire de la boxe et l'histoire du sport de façon générale. C'était peut-être à l'époque, au moment où c'est arrivé, le plus grand événement sportif qu'on n'avait jamais vu. Donc, Tout à fait. en tout cas, merci Stéphane de l'avoir remis en avant. Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelques mots pour la fin, pour conclure cette vidéo? Bah, d'abord, je tiens à te remercier aussi, Vincent, hein. C'était vraiment un plaisir de dialoguer ensemble autour de la boxe, qui semble être aussi une passion pour toi. Et puis, bah, voilà, moi aussi, j'invite les auditeurs, hein, à lire, à se procurer ce livre pour en apprendre davantage sur la figure de Georges Carpentier. Et ça serait avec grand plaisir si on avait l'occasion d'en rediscuter, voire faire d'autres vidéos sur d'autres boxeurs ou des parallèles aussi, peut être intéressant, hein, des parallèles entre Carpentier et d'autres athlètes, pardon, boxeurs de contemporains. Et peut-être une vidéo à venir justement sur le débat Carpentier-Cerdan. Ça serait aussi intéressant d'avoir Ah, l'avis c'est voilà. des fans de boxe, hein, sur ce duel Carpentier-Cerdan. Ben écoute, oui, ça pourrait être, ça fait très intéressant, Stéphane. En tout cas, moi, ça serait un plaisir parce que de refaire une vidéo avec toi, en tout cas, avec un passionné comme toi. Et bon, ben écoute, une fois encore, vraiment, merci pour ce livre, hein. Je le remontre à l'image, hein. Procurez-le vous, franchement, c'est un très très bon livre et ça va vous permettre de découvrir une gloire nationale oubliée et qui est, ben voilà, on l'a déjà dit, on vous l'a fait comprendre, une légende absolue de son sport. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas Stéphane pour cet entretien. Je Merci à toi, pense Vincent. effectivement qu'à l'occasion, si ça se trouve, on refera des vidéos ensemble et avec Jean-Charles aussi sûrement à l'occasion. Donc, merci à toi. Et bon, ben, écoutez les disciples, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Donc, salut à tous. Achetez le livre de Stéphane et bonne boxe à tous. À bientôt, au revoir.